Merci de prendre le temps d'être avec nous. Merci pour cette journée. On va aujourd'hui tout de suite avoir une table ronde sur le rôle des professionnels du chiffre et du conseil dans la transition. On en a beaucoup parlé ce matin. La transition touche tout le monde. La transition est dans tous les métiers, de toutes les activités. Et dans les métiers du chiffre et du conseil, vous avez toujours été au centre de ces transitions. Et donc c'est pour ça que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Sabine Engelbert. Sabine, tu es directrice générale de Serre France Seine-Normandie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Serre France Seine-Normandie, c'est une société de conseil et d'expertise comptable. Alors, nous sommes 630 collaborateurs qui sont basés en Normandie et en Île-de-France et on accompagne les entrepreneurs qui font le tissu français, à savoir les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les sociétés de services. Merci. J'ai également le plaisir de vous présenter Catherine Serre. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis associée dans les équipes développement durable de Deloitte avec un parcours aussi financier, expertise comptable, commissariat aux comptes au départ et puis une vraie passion et un vrai engagement, on va dire militant, sur les sujets climatiques et je représente notamment Deloitte au sein de la TCFD. Alors on va employer pas mal d'acronymes, je pense, cet après-midi, vous m'arrêterez. Et la TCFD, c'est la task force qui est présidée par Michael Bloomberg et avec une question fondamentale, c'est comment intégrer les sujets climatiques dans la gouvernance, dans les mesures de résilience financière des organisations et bien sûr les mesures de performance. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et enfin Hervé Gbego. Bonjour, merci, ravi d'être là et d'être aussi bien entouré par deux consoeurs. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes également, associé dans un cabinet qui s'appelle Hendrix, qui fait 600 collaborateurs. Et je suis en charge de l'activité RSE. Mais je suis là au titre d'une autre fonction. Je suis vice-président de l'Ordre des experts comptables, du Conseil national de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Conseil national, puisque j'étais vice-président de Paris avant, donc je n'ai pas encore perdu l'habitude de dire Paris-Île-de-France. Donc je suis vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, en charge de la durabilité, de la data, donc tout ce qui touche à la data, et de la coopération internationale. Merci. Donc on le disait, le rôle des professionnels du chiffre et du conseil dans la transition. Ces enjeux environnementaux sont des préoccupations majeures aujourd'hui des entreprises, pas que le climat. On va parler ensemble de comment est-ce que le développement durable est inclus dans la stratégie des différentes sociétés, comment est-ce que cette transformation s'opérationnalise, comment est-ce qu'on la réfléchit, comment est-ce qu'on la mène, quel est le rôle de la comptabilité. On parlera certainement de comptabilité triple capital et comment est-ce qu'on concilie la performance financière avec la performance extra-financière. Du coup, on va commencer par la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous appréhendez le rôle de votre profession dans cette transition. Le rôle, pour moi, il est absolument fondamental et c'est une véritable transformation. On parle de transformation des modèles d'entreprise, mais c'est aussi une transformation de nos modèles financiers. Et on a un besoin immense, justement, de monter en compétence, je trouve, de la profession financière sur ces sujets de durabilité. Et je donnerai peut-être juste un exemple pour illustrer à quel point on a besoin de cette communauté financière. Aujourd'hui, les groupes qui sont les plus émetteurs en carbone dans les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'automobile, se sont tous engagés à une trajectoire net zéro à 2050. On peut tous individuellement s'engager à être neutre en carbone en 2050. Quand on réconcilie cet engagement pour ces mêmes entreprises avec le montant des CAPEX qui est au bilan, qui est aligné avec l'accord de Paris, donnez-moi juste un chiffre en fait. 75% d'engagement, pourcentage de CAPEX aligné avec l'accord de Paris. Je vous laisse peut-être faire quelques propositions. C'est ça, on est à moins de 5%. Et on voit la décorrélation entre ces sujets de durabilité qui sont fondamentaux et puis la réalité financière. Et tant que les financiers ne se seront pas emparés de cette question,
avec des mesures de performance adéquates, avec des ressources qui sont alignées avec ces engagements, on n'y arrivera pas. Et c'est vrai que dans le monde financier, je pense qu'aucun d'entre vous ne se serait engagé à des projections de rentabilité, de cash flow à 2030-2050, sans même maîtriser parfois la donnée sous-jacente. Donc c'est le message fondamental qu'on essaye de faire porter par nos équipes et à nos clients. Merci Catherine. Avant de répondre à cette question, ce que j'aime bien dire, ou peut-être rappeler, c'est le rôle de la comptabilité finalement. À quoi ça sert, hormis envoyer des états financiers dans des services sombres de Bercy et recevoir la douloureuse. Mais concrètement, à quoi ça sert? Mesurer. Voilà, donc quand on parle de mesures au sens large, en matière de durabilité, on y est. Hein. Il y a une vraie nécessité de mesurer. Donc quand je dis mesurer, c'est collecter, fiabiliser les données, améliorer vos outils d'aide à la décision, ce que j'appelle moi l'architecture de la décision, pour que vous puissiez prendre des décisions très importantes en ayant un minimum d'assurance sur ce qu'on vous présente au quotidien. Parce que la RSE commence à impacter impacte fortement vos modèles économiques, vos modèles d'affaires, et c'est important que vous ayez tous les paramètres pour prendre les meilleures décisions. Ensuite, la comptabilité, c'est aussi rendre compte. Et quand je dis rendre compte, ce que j'observe avec, et je vais faire vite, hein, ce que j'observe avec l'inflation des obligations de reporting, donc la CSRD, je crois que ça a été évoqué sur la table ronde juste avant, la taxonomie verte européenne, et il manque la comptabilité nécessaire pour nourrir ces outils de reporting. En matière financière, on a la compta, qu'on détaille, on met de la compta analytique, la compta générale, on fait ce qu'il faut pour calculer la base taxable, et ensuite on fait des reporting, et ensuite on fait des tableaux de bord. En matière de RSE, bizarrement, ils ont commencé par des outils de reporting avant de penser qu'il fallait que les entreprises organisent leurs données de manière pertinente pour nourrir ces outils. Donc je pense que notre rôle dans les prochains mois, prochaines années, dès maintenant d'ailleurs, c'est de pouvoir structurer cette comptabilité pour aider les entreprises à mieux s'outiller pour pouvoir répondre à ces dispositifs de reporting. Et dernier, sur le dernier sens de la comptabilité, être comptable, la notion de responsabilité, c'est aussi à un moment donné rappeler aux uns et aux autres, parce qu'on prend beaucoup d'engagements, je veux réduire d'ici 2050 mes émissions de gaz à effet de serre de 90%, etc. Il s'agit d'engagements qu'il faut savoir matérialiser, et je n'ose même pas parler de tout l'aspect juridique qu'il y a derrière, obligation qu'il y a derrière. Je m'arrête là pour laisser un peu d'espace à ma conscience, que je peux être bavard sur le sujet. Alors, la question était effectivement comment on vit ce sujet et quel rôle on se donne. Moi, tous les matins, je mesure un peu plus la responsabilité qui est la nôtre dans le métier que nous faisons et le devoir de conseil que nous avons vis-à-vis de nos clients. Donc vraiment, c'est ce sujet de la responsabilité qui m'anime. On a inscrit dans la raison d'être de l'entreprise le fait d'accompagner nos clients sur le long terme et notamment les aider à passer de la performance économique à la performance globale. Donc on est conscient de ça. On va effectivement aider nos clients sur la mesure. Enfin, je ne redis pas tout ce que Hervé vient de dire. Il faut commencer, en tout cas pour les clients qui sont les nôtres, il faut commencer aussi par des enjeux de formation, de sensibilisation. Il faut se mettre en mouvement. Enfin, tout ce qu'on vit là, aujourd'hui, ça fait partie de notre job au quotidien, parce qu'avant d'arriver à du reporting, il faut comprendre pourquoi on le fait. Et il faut comprendre qu'est-ce qui compte vraiment. Voilà, il faut arriver à trouver dans le reporting, et tant qu'il n'est pas normé,
on a la chance de pouvoir choisir les indicateurs qui font du sens. Et donc, c'est important de trouver le sens. Et du coup, notre métier s'enrichit au-delà du chiffre. Et le volet conseil, il est aussi finalement de coacher l'individu et les individus dans les entreprises. Donc, on est aussi... on a été habitué à travailler avec notre intellect. Il faut aussi qu'on apprenne à nos métiers à travailler avec l'intelligence du cœur, et ça c'est tout un champ nouveau sur lequel on va devoir se forger, se muscler. Voilà, donc on aura de plus en plus de coachs dans nos entreprises pour nous et pour nos clients. Merci. Donc, donner du sens, mesurer, piloter, agir. Vous êtes au centre du coup des préoccupations de vos clients. Quels outils est-ce que vous avez à votre disposition pour opérationnaliser ça, justement ? Le premier outil, je vais peut-être heurter certains d'entre vous, mais je trouve que c'est un outil exceptionnel, c'est toutes ces réglementations qui sont aujourd'hui perçues par nombre d'entre vous et nombre d'entre nous comme des contraintes massives, je l'entends, mais je trouve que c'est avant tout des boîtes à outils assez incroyables qui permettent de structurer une démarche. Et je ne parle pas de faire du reporting pour faire du reporting, en fait. Et je vais peut-être me permettre de faire juste une petite parenthèse sur les normes européennes. Vous en avez parlé à la précédente table ronde, ces normes ESRS ou ces normes de la directive européenne sur le rapport de durabilité. On ne parle plus d'extra-financier, d'ailleurs, c'est un non-sens de parler d'extra-financier, la directive CSRD. Et donc, dans cette directive, on demande aux organisations de se poser la question déjà de la gouvernance. Est-ce que mon comité exécutif, est-ce que mon conseil d'administration a les bonnes compétences, les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions sur les thématiques matérielles de l'organisation ? Et on parle de climat aujourd'hui, mais il n'y a pas que le climat, il y a les enjeux d'économie circulaire, de gestion de l'eau, on le voit encore aujourd'hui, et même en Europe, de biodiversité, les enjeux sociaux sur la chaîne de valeur, les enjeux bien évidemment d'éthique sur notamment des périmètres internationaux. C'est toutes ces questions fondamentales qui sont posées dans ces normes de durabilité au niveau de la gouvernance, au niveau des stratégies. Concrètement, est-ce qu'il y a eu des analyses de risques qui ont été faites par les organisations ? Quand on parle de climat, on parle souvent d'émissions carbone, de trajectoire de décarbonation, mais fondamentalement, est-ce qu'on s'est posé la question de mon business model dans 20 ou 30 ans pour certaines industries, avec certaines ruptures évidentes attendues sur certaines matières premières, des flux logistiques qui seront perturbés, des installations industrielles qui sont bien évidemment affectées par des risques physiques, des stress hydriques dans certaines zones de fabrication, notamment en Inde ou en Asie du Sud-Est. Donc c'est des questions fondamentales qui sont simplement posées par la réglementation. Et puis après, bien sûr, il y a les indicateurs. C'est-à-dire qu'on demande pour chacun des risques, est-ce qu'en face, on a bien mis, et je parle de risques matériels, est-ce qu'on a défini les bonnes politiques et est-ce qu'on évalue l'efficacité de ces politiques ? C'est ça dont on parle, en fait. Avec en plus, au départ, dans le dispositif qui était proposé, des informations majoritairement qualitatives. Donc il y a eu effectivement un allègement proposé la semaine dernière par la Commission européenne, mais le message que nous donnons à nos clients, c'est gardons le cap, en fait. On n'a plus le temps d'attendre. Donc cet outil-là, pour moi, il est précieux parce qu'il aborde l'ensemble des thématiques sociales et environnementales. Il permet de structurer, il permet de sensibiliser en interne et en externe. Et effectivement, au-delà des enjeux, je ne sous-estime pas du tout, attention, les contraintes et les enjeux d'opérationnalisation et surtout de talent et de ressources au sein des entreprises. Mais en tout cas, je trouve que c'est une feuille de route très, très précieuse pour nos clients et pour nous-mêmes d'ailleurs. Effectivement, je vais être complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la réglementation, si c'est pris de la bonne façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on le dit souvent, ces contraintes-là, il faut faire attention de ne pas juste tenter de faire de la compliance et de répondre à l'obligation sans chercher à optimiser au maximum et vous aider dans votre transformation. Moi, je parle d'un Big Bang parce que très clairement, la CSRD va apporter une meilleure structuration quand même du dispositif de reporting. Il y a l'approche du risque qui a changé. Quand on parle de risque, c'est à la fois sur ces enjeux RSE, c'est à la fois comment la RSE impacte votre modèle économique, en clair, votre rentabilité future. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 5-10 années à venir par rapport à ces sujets. Et puis aussi l'impact de votre activité au quotidien
sur les écosystèmes naturels et humains. Donc là, cette façon d'aborder le risque aujourd'hui va faire son entrée fortement dans les entreprises, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Après, en termes d'outils, moi, quand j'ai pris mes fonctions au Conseil national il y a quelques mois, on m'a dit, Hervé, tu sais, tes confrères, c'est difficile, c'est des sujets, c'est un peu de la philosophie, ça va trop loin. Donne-leur des outils concrets, ils vont se reconnaître, des kits missions. Alors on adore ça chez nous, des kits missions, c'est un peu l'outil que vous allez faire, que vous appuyez sur un bouton, ça vous sort la lettre de mission, ça mouline le reporting, ça sort le rapport et presque la facture avec. Donc voilà, et j'essaye de me battre pour leur dire arrêtez avec ces histoires d'outils, on n'a pas de problème d'outils. Je peux en citer 20, 40. Si je parle de la comptabilité multicapitaux, on sait structurer une comptabilité biophysique. Quand on fait une compta analytique bien pensée, une compta matière, et ce n'est pas nouveau. J'ai Serre France à côté, ils sont très précurseurs sur la mesure des données dans le domaine agricole, par exemple. Il y a plein de choses qui existent. Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'on n'est même plus dans un sujet d'outils, on est dans un problème sociologique. C'est comment on fait pour que les gens s'emparent du sujet, l'acceptent, et comment on fait pour accompagner nos collaborateurs, les experts comptables, pour s'emparer du sujet. Quand ils m'ont dit outils, j'ai été un peu malin. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai créé un truc qui s'appelle Cap Durabilité. Ah, c'est génial, c'est nouveau. Sauf que j'ai repris tous les outils qui existaient dans les casiers, les laboratoires, etc. Et j'en ai compté une vingtaine. Et je fais de la com, et on dit, c'est génial, il y a plein d'outils, on va y aller. Donc, parfois, je suis toujours un peu surpris par... et je termine là-dessus. J'ai un chercheur que j'aime beaucoup, qui est de Mines ParisTech, qui a sorti une phrase que j'ai trouvée géniale. Alors, je vais me faire du expert comptable bashing, hein, désolé pour mes concerts, qui dit le management au sens large, hein, la compta, tout ça, est devenu un savoir paresseux qui fait fi de la complexité et du temps long. Cette phrase, je l'ai cogitée pendant des mois et c'est hyper parlant dans ce que je constate au quotidien. Attention à vouloir tout ramener à la simplification, à l'outil simple, pratico-pratique. Ah, c'est les phrases, les mots qu'on entend, parce qu'on tombe sous une forme de simplisme où on sort des choses qui ne veulent plus rien dire et qui ne correspondent plus. Donc, il faut aussi qu'on réapprenne à réfléchir. Et on parlait des collaborateurs qui nous rejoignent. Ils ont besoin aussi de rentrer dans des sujets, se poser des questions, trouver du sens, suivre un mouvement et pas se cantonner à appuyer sur un bouton pour sortir des rapports. Désolé, je suis long, mais c'est un cri de cœur. Que je partage. Donc effectivement, des outils, on en a. On vient de parler du bilan carbone. On a le bilan social. Enfin, c'est une mine, hein, le bilan social. Donc les indicateurs, d'une certaine manière, on les a. La question, c'est quel poids on leur donne. Et on a voilà, la consommation d'eau, la consommation d'électricité. Enfin, on a tout, si on le cherche. Alors effectivement, on n'a pas été habitué à le consolider. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit à la table précédente. Donc on a les outils. À nous d'adapter l'outil ou les outils à nos clients. Parce qu'ils n'ont pas tous la même maturité, la même sensibilité. Et puis, il y a quand même des enjeux de filière, parce que nous, on a un agriculteur ou un acteur du BTP, il n'a pas les mêmes enjeux aujourd'hui, et surtout, sa filière, elle ne lui donne pas les mêmes contraintes. Parce que nous, nos clients, ils n'ont aucune obligation, et ils ne sont pas encore prêts d'avoir des obligations complètes de CSRD. Par contre, ils ont des... Alors, par ruissellement, ce sont les premiers, hein, parce que les fournisseurs des fournisseurs, c'est eux qui ont le poids de toutes ces réglementations. Et puis, il y a plein de normes. Alors, des labels dans tous les sens. Donc, il faut que nous, on leur simplifie la vie, enfin, en tout cas notre boulot, et de faire converger tous ces labels qui fleurissent et qui sont utiles. Mais pour naviguer, hein, pour voilà, un acteur du BTP, pour le boulanger, le commerçant, pour naviguer dans tous ces sujets-là, c'est compliqué. Donc un de nos jobs, c'est aussi de trouver le bon outil au bon moment et de simplifier les outils, pas la réflexion. Donc ça, et la réflexion, elle est celle de l'entrepreneur. Donc il faut le mettre face à ses responsabilités à lui. Notre responsabilité à nous, c'est de le faire réfléchir à sa responsabilité à lui.
Et quel écho, justement, vous avez chez vos clients sur le fait de le mettre face à ces responsabilités-là? Est-ce que la plupart de vos clients sont matures sur le sujet? Et j'imagine que non. Comment est-ce qu'ils prennent le fait de se dire, alors il faut que je mette des risques dans mon bilan, il faut que je mette des actifs liés à tel ou tel sujet durable? Quelle est leur réaction? Alors, je vais répondre pour les clients que j'accompagne, qui sont souvent des clients cotés, en fait, qui sont déjà soumis de facto à un certain nombre d'obligations. Et surtout en France, je trouve qu'on a un niveau de maturité, il faut le reconnaître sans arrogance, sur ces sujets de durabilité par rapport à nos pairs européens. Donc, on a des clients qui sont engagés. Après, il y a encore un effort massif, selon moi, sur cette population de formation à faire à tous les niveaux de l'organisation. Je parlais de la communauté financière, mais pas seulement. C'est aussi au niveau des comités exécutifs, aussi au niveau des conseils d'administration. Et puis là, on essaie de les accompagner, c'est sur les mesures. C'est-à-dire que si on se fixe des objectifs de décarbonation, concrètement, quels sont les leviers d'action en interne? Il y a des mesures qui sont d'ailleurs préconisées dans la CSRD. Il y a un exemple très simple, c'est le prix interne du carbone. C'est-à-dire que tant que dans une décision d'investissement, on n'intégrera pas les impacts environnementaux et un prix interne du carbone, quel que soit le prix d'ailleurs, mais juste pour changer de paradigme et de montrer qu'il faut penser autrement si on veut effectivement tenir les engagements qu'on a pris ou qu'on a fait prendre à nos dirigeants et qu'on doit prendre vis-à-vis de nos enfants et des générations qui suivent. Je vais nuancer quand même ce que je viens de dire, parce qu'après c'est répété, et je me prends une soufflante de ma présidente. Non, mais on a quand même un rôle qui est très, très important. Évidemment, nos clients, justement, les décideurs, ils n'ont pas le temps. Ils vont vite, il faut décider, il y a la trésor dans 2 mois, même les grands groupes, tout un pilotage quand même au quotidien qui n'est pas évident, qui ne donne pas ce temps, cette prise de recul nécessaire pour rentrer dans le sujet. Et nous, c'est notre job. C'est... je suis incorrigible. Quand je suis arrivé, je leur ai dit, finançons une thèse. On m'a dit, oh là là, je commence à une thèse, alors qu'une institution comme l'Ordre des experts comptables, à minima, c'est bien qu'on soit connecté au monde de la recherche. Parce que pour moi, c'est notre job. La recherche, la réglementation, décortiquer, simplifier, finalement, pour que ceux qui sont quotidiens dans l'urgence de la décision puissent travailler sereinement. Donc nous, c'est ce lien-là qu'on doit faire. Pour répondre à votre question, sur effectivement, j'ai la chance, via le modèle que je porte sur la comptabilité triple capital ou multicapitaux, de travailler avec quelques grands groupes, dont un dans le groupe immobilier, téléphonie, enfin bon, voilà, qui est le gros machin. Et moi, il y a quand même un constat que je fais dans ces groupes-là, c'est que le sujet est en train de basculer vers les financiers. La CSRD, ils n'étaient pas du tout connectés à ces sujets-là aujourd'hui. Il y a une espèce de guerre entre services que j'observe avec beaucoup de... Ça ne m'amuse pas trop, parce que quand on est au milieu, c'est pas marrant du tout. Mais voilà, je pense quand même que ce qu'apporte, et je vais le dire positivement, ce qu'apporte ce sujet, c'est que ça pousse tous les services à collaborer, et c'est impossible autrement. Comment on peut, quand on prend la CCD avec les 12 SRS, comment voulez-vous traiter la partie sociale, la partie environnement, climat, biodiversité, pollution? Comment voulez-vous traiter la partie gouvernance sans vous connecter à peu près tous les services de votre organisation? Donc, ça pousse à cette collaboration entre services que je trouve très, très intéressante. Après, oui, enfin, les clients... Les clients aujourd'hui, pour les tout petits, c'est le conseil de l'ordre, les experts comptables sont quand même très présents dans les TPE, plutôt dans les TPE-PME, mais c'est aussi leur former pour qu'ils aient quand même ce premier niveau. À nous, on passe notamment par le financement. On est en train de monter un partenariat avec BPI et l'ADEME pour former des experts comptables sur tous les dispositifs de financement qui existent, qu'ils puissent relayer avec... plus de facilité auprès de cette population de TPE-PME, voilà, parce que ça passe aussi par ça. Oui, il faut des incitations. Donc, effectivement, nos clients, je dirais, il y a 2 populations chez nos clients, puisque nous, 50% de nos clients sont agriculteurs et 50% sont artisans, commerçants de services. Donc, la maturité par rapport au sujet, notamment climat et environnement, n'est pas du tout la même.
les agriculteurs qui vivent dans la nature, donc mesurent bien l'impact climatique sur leurs activités, et la société les a obligés depuis un certain nombre d'années à se préoccuper de leurs pratiques. Donc il y a une plus grande maturité, une envie de travailler ces sujets. Alors on n'a pas toujours les solutions, même souvent on ne les a pas, mais en tout cas, et une appétence pour la R&D, pour la nouveauté. Et puis l'État a mis un certain nombre de dispositifs de paiement pour services environnementaux sur lesquels on commence à travailler. Pour les autres populations, effectivement, ça dépend comment ils sont inclus dans la chaîne de valeur. Donc s'ils ont des donneurs d'ordre qui sont volontaires, ça aide ou ça contraint. Peu importe. Voilà. Après, ça dépend du dirigeant. Donc, certains, et de plus en plus, ont envie de faire quelque chose pour leur entreprise, pour leurs enfants. Ils sont aussi poussés par leurs salariés. Donc, les enjeux de marque employeur amènent nos clients à se préoccuper. Voilà. Là, les 10-12 derniers mois, il y a tout ce qu'on vit finalement, tant aussi malheureux soit-il, est une opportunité de faire bouger les lignes. Donc les mois qu'on vient de passer avec plein d'enjeux de ressources et de comment je continue à faire mon business si je n'ai pas de matériaux, si l'énergie est multipliée par 15. Donc là, j'ai un sujet de survie et donc je dois m'attaquer à mon modèle économique. Donc on commence à avoir ces discussions-là. Parfois, c'est quand on est face au mur, mais ce n'est pas grave. Quelle que soit la raison pour laquelle on arrive à ces questions-là, c'est bien qu'on y soit. Et puis après, effectivement, c'est à nos collaborateurs de travailler avec la psychologie de l'entrepreneur, parce que le chiffre est un support ou un prétexte, mais en fait, c'est de la sociologie qu'on va devoir faire dans les années qui viennent. Merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir, si vous avez des questions dans la salle, de les poser maintenant. Vous pouvez lever la main pour vous manifester. Je vous amène le micro. Merci pour vos partages, très intéressants. Vous dites qu'on a beaucoup d'outils, alors peut-être dans vos entreprises, mais dans les grandes entreprises qui travaillent sur un certain nombre de produits ou de services parfois très complexes. Personnellement, je suis indépendant et je travaille dans la filière aéronautique et j'ai été salarié dedans plus de 20 ans. Quand vous intervenez, je n'ai pas travaillé avec Deloitte, mais je travaille avec beaucoup de vos confrères sur des grosses choses, des plans de transformation, etc. La première chose qu'on va faire, c'est que vous allez arriver avec des juniors qui vont, entre guillemets, cruncher de la data, donc attaquer le RP, le PLM, aller prendre un maximum de data pour essayer de faire sortir un peu de sens de tout ça. La donnée carbone aujourd'hui, si on prend l'aspect climat, elle est quasiment nulle part dans les entreprises. Et on a besoin que très vite, la quasi-totalité des salariés de l'entreprise agissent au quotidien en prenant ça en compte, comme ils le font depuis des décennies avec les coûts ou les prix, selon le métier de l'un et l'autre. Quand on regarde une entreprise, 90-95% des gens, c'est une préoccupation quotidienne ou hebdomadaire. Donc il y a quand même un vrai besoin de bâtir des systèmes d'information pour avoir ça à disposition de tout le monde. Alors ce n'est que de la consolidation, on pourrait dire, en prenant la donnée où elle est à la source. Il y a quand même un gros travail, et je suis frappé de pratiquement pas en entendre parler depuis le Covid où les choses s'accélèrent. Je suis vraiment frappé, ni du côté des grands de l'informatique ou des services d'information. Alors, il y a Constellation qui a bâti des choses, mais, et c'est super ce qu'ils font, sinon je ne serais pas là. Ni du côté des grands sociétés de conseil ou d'ingénierie, pour lesquelles pourtant il me semblerait qu'il y aurait des choses à faire. Quelle est votre sensibilité sur ce sujet? Je pense qu'il y a eu une accélération quand même massive sur ces sujets de solutions et en particulier sur le sujet climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire un bilan carbone, disposer d'informations fiables, de données comparables, sourcées sur des facteurs d'émissions, par exemple, pour un même secteur, on l'a. Des réflexions sur des scénarios climatiques, on a quand même toutes les données du GIEC et toutes les analyses qui sont suffisamment robustes, si vous voulez, pour émettre des préconisations.
Après, il y a toujours cet enjeu de la sensibilité de certaines hypothèses. Donc, c'est toujours cet enjeu de transparence en faisant varier certaines hypothèses, quel impact on aura in fine. Mais vraiment, sur le sujet climat, je trouve qu'on a atteint une maturité, et je le vois, nous, on est très sollicités par l'ensemble des grands éditeurs de place, enfin, comme vous, et c'est vrai qu'ils sont tous en phase d'investissement massif. C'est pas vrai sur l'ensemble des thématiques. Je l'ai vu sur la taxonomie verte européenne. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de la taxonomie verte européenne, mais la taxo, c'est quoi? C'est de définir un chiffre d'affaires, un CAPEX et des OPEX verts sur la base d'une définition d'activité éligible par l'Union européenne et la définition de critères techniques environnementaux spécifiques. Et moi, tous mes clients, et y compris des grands comptes, étaient sous Excel parce qu'ils ne disposaient pas d'outils adaptés. Mais c'est normal, puisqu'on est sur des dispositifs qui sont en cours de construction. Les normes, l'encre n'est pas sèche, en fait. Donc ça ne me surprend pas. Il faut accepter, je pense, sur nos sujets, d'être sur un monde imparfait. Et c'est vrai que c'est une vraie frustration pour les financiers d'être obligés de communiquer, de faire auditer d'ailleurs demain ces données, alors que on bascule sur un monde où on ne sait pas si finalement on se projette sur un monde à 2,8, sur un monde à 3 ou un monde à 3,5. Mais il faut accepter ça, et c'est tout le travail qu'on fait en commun. Mais je crois vraiment à la force de nos écosystèmes. Et dans le secteur aéronautique que vous citiez, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui des discussions de fond sur la filière pour disposer des bonnes informations. Et on compte aussi bien sûr sur les éditeurs et sur toutes les organisations pour avancer au même rythme. La difficulté pour la première fois, c'est que je trouve que le régulateur va plus vite qu'un certain nombre d'acteurs économiques. Moi, je partage complètement le constat, parce que nous, à la fois, quand on fait des audits dans le cadre de notre statut d'organisme tiers indépendant, ou quand on accompagne la mise en place des reportings, c'est frappant, effectivement. Et ça fait le lien avec ce que je disais au début, l'absence d'une comptabilité. Quand je dis comptabilité, je parle bien de cette comptabilité biophysique qui structure la donnée, les indicateurs qu'on produit par la suite. Après, et je rejoins ce que vient de dire Catherine, c'est un peu normal aussi, parce que sans standard, c'est difficile de produire une compta qui se répète, c'est difficile pour les éditeurs de mettre en place des structures et de données qui soient de manière permanente, en tout cas qui soient un peu figées dans le temps. Néanmoins, je pense que ça bouge. Moi, au Conseil national, quand j'ai dit que je m'occupais de la durabilité de la data, peut-être que beaucoup n'ont pas fait le lien, mais c'est clairement pour ça. C'est-à-dire qu'on a compris que sans data, on ne structurera pas beaucoup, on n'y arrivera pas. C'est tellement complexe, il y a une telle masse de données à traiter, des données internes, des données scientifiques, des données, parce que là, les objectifs scientifiques ou autres, il faut aller les chercher. Donc, il faut à la fois travailler la data, utiliser, c'est une chance, les outils d'analyse, d'intelligence artificielle, pour parler de mots un peu à la mode, pour pouvoir rentrer dans ces sujets-là. Moi, dans mes équipes, je n'ai pas eu le choix. Aujourd'hui, on a même proposé une mission qu'on a appelée gouvernance de la donnée, et j'ai 2 data scientists. J'en ai même une qui est actuaire, et data scientist, et qui nous aide à penser la donnée. Sinon, c'est quasiment mission impossible. Et je pense que chez Deloitte et d'autres, il doit y avoir une armée de ceux. Donc, je pense que le sujet évolue quand même. Il y a eu ce temps aussi de retard à cause de la normalisation, parce que si on n'a pas les standards, c'est compliqué de traiter la donnée de manière automatisée. A-t-on une autre question ? Alors, je voudrais profiter d'avoir 3 experts comptables, parce que c'est assez rare, c'est une chance, pour vous poser une question comptable, si ça ne vous embête pas. La transition, est-ce que c'est une affaire de compte de résultat ? Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais allez-y. La transition, est-ce une affaire de compte de résultat ou de bilan ? C'est pas très sympa quand même. Non, mais la transition, est-ce qu'un compte de bilan ou compte de résultat? En fait, je vais répondre un peu. Après, vous faites comme vous voulez. Mais au fait, l'idée, nous, quand on travaille par exemple sur le modèle CARE qui fait de la comptabilité triple capital, ça a été le débat. Et c'est une question très pertinente. Ça a été le débat. Je prends un exemple.
je prends le CO2. Ce qui se passe, c'est que les entreprises mesurent, donc je suis dans le compte de résultat, des flux annuels ou voilà, régulières de ce qui se passe chaque année en termes d'émissions. Mais quand je dis j'émets X tonnes de CO2, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis au bon niveau par rapport à une trajectoire, par rapport à un objectif? Donc, les Science-Based Targets, je l'ai entendu tout à l'heure, ont structuré des objectifs scientifiques. Et après, pour aller au bilan, il manque une brique, la notion de stock. C'est-à-dire que si je dois suivre cette donnée-là au quotidien, c'est que je dois vérifier par rapport à un niveau de stock que je ne dois pas dépasser ou que je dois maintenir en deçà d'un objectif donné. Et donc cette notion de stock, c'est ça qu'on met nous désormais au bilan pour dire, ben oui, j'ai un stock, capital atmosphère, que je ne dois pas dégrader, et donc je vais suivre au quotidien ce qui se passe dans mon compte de résultats pour vérifier que les paramètres par rapport au stock, c'est une pirouette, hein, mais c'est quand même comme ça qu'on l'aborde aujourd'hui dans la compta. Et une différence, je pense, sur nos sujets de durabilité, c'est qu'on n'est pas seulement dans cette revue des données historiques, on est vraiment dans une projection. Et c'est ce qui est notamment demandé par tous les projets de normes. C'est voilà l'existant, voilà les scénarios dans lesquels je me projette et voilà les objectifs que je me fixe. À nouveau, pas seulement à long terme, mais à court terme et à moyen terme. Donc c'est aussi un changement de paradigme, je trouve, pour notre profession. Mais je vois les acteurs qu'on peut accompagner, ils ne cherchent pas systématiquement à tout financiariser ou tout faire rentrer dans un PNL ou dans un bilan. Ils vont chercher avant tout à convaincre, en fait, avec ces données. Et convaincre, et notamment pour des entreprises non cotées, ça va être la question du financement demain. Et on le voit, il y a un certain nombre d'établissements financiers qui demandent aux organisations, aux entreprises, aux émetteurs d'avoir notamment un suivi de leurs émissions carbone. Ils ne leur demandent pas l'impact en euros, en fait, ni au PNL, ni au bilan. Ils leur demandent une trajectoire et ils leur demandent de s'engager sur cette trajectoire. Donc pour moi, c'est cette réconciliation un petit peu entre le monde financier et le monde ESG. Je ne suis pas certaine qu'on arrivera à totalement les intégrer, mais au moins déjà parler le même langage entre nous, nous comprendre et puis avancer sur une feuille de route qu'on a co-construite. Pour compléter, donc on va continuer à jouer avec le compte de résultats et le bilan. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Les deux se complètent bien. Ce qui va quand même changer, c'est qu'on va regarder le pluriannuel, beaucoup plus que l'annuel, et qui va poser des questions aux législateurs en termes de fiscalité. Parce que ça ne fait de sens que quand on raisonne en pluriannuel. Voilà. Et aujourd'hui, le compte de résultats, il est quand même très marqué sur l'annuel. Et ça, c'est pas tout à fait compatible avec la logique de pluriannuel. Donc voilà, mais on va inciter nos clients à raisonner sur du long terme beaucoup plus qu'avant. Voilà, et titiller l'État sur la fiscalité. On continuera à le faire là-dessus. Merci. Bonjour. J'avais deux questions. Une question qui a trait aux ESRS et à la philosophie, puis une question de transformation. Je suis absolument ravie que les ESRS embarquent, enfin que des normes pour la première fois embarquent des obligations de trajectoire. Vous parliez de comptes de résultats. Comment ça va se traduire? Comment on va avoir de l'assurance là-dessus? Parce que c'est quand même une notion que les auditeurs et les experts comptables n'aiment pas trop manipuler. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, ce qui me frappe beaucoup plutôt dans les grands groupes qui sont dotés à la fois de direction financière et de direction de développement durable, je trouve que même si la CSRD fait basculer le poids du corps vers les directions financières, je me dis qu'il faut absolument qu'on encourage le joint effort dans ces matières-là. Et je voulais savoir, en tant que professionnel du chiffre, comment vous voyez ça? Je vais laisser mes confrères répondre. Moi, à mon niveau, on va avancer pas à pas. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, par contre, on a la responsabilité d'y aller avec nos clients. Donc, on va devoir aussi assumer le fait qu'on est moins sachant qu'avant.
ça résume toute l'histoire de l'humanité, hein. On a appris en marchant. Je vous renvoie. Sur le premier sujet qui concerne les ESRS et comment on va embarquer voilà, l'aspect prévisionnel. Comme on a toujours fait. Alors c'est marrant parce que dans les IFRS, on fonctionne quand même avec des cash flows futurs, hein, je suis désolé, mais et bizarrement on sait faire. Et quand il s'agit d'environnement, oui, je suis d'accord que là on est sur des périodes qui ne sont pas de 5 ans, on est 15 ans, 30 ans. Je vous renvoie à l'excellent livre de Taleb sur les prévisions, le fait qu'on ne soit pas câblé pour prédire l'avenir, hein. Enfin, c'est le signe noir, je crois que ça s'appelle, voilà, qui est excellent là-dessus, et qui dit, oui, enfin, c'est bien, il les appelle les économes, mais les économistes adorent ça, c'est-à-dire que on veut travailler, et c'est ça, le résumé des IFRS, c'est une affaire d'économie, c'est pas une affaire de comptable, hein. Je vais peut-être choquer mes confrères ici, c'est les IFRS, ça nous a été pondu par des économistes qui ne voient que l'avenir, qui ne voient que le potentiel et qui ne voient pas la vie réelle, le quotidien. Donc je pense qu'il va y avoir ce débat-là sur les questions écologiques. Comment on va traiter des questions si je prends la notion de création de valeur et de potentiel, etc., où on est très vigilant sur la manière dont c'est abordé, parce que on a parfois un fantasme de oui, la RSE crée de la valeur future, etc. Alors que ce qui nous est posé comme question, c'est comment vous faites du business, continuer à gagner de l'argent sans détruire ce qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas des projections. Et donc, oui, il faut analyser un peu où va, et je parlais de stock tout à l'heure, où est-ce qu'on va sur l'atmosphère, où est-ce qu'on va sur la biodiversité, et mettre en place par contre des actions réelles, concrètes à aujourd'hui, et pas des actions fantasmées qu'on mettrait dans les comptes qui ne correspondent pas à grand-chose. Donc, c'est à la fois se désolidariser un peu de la vision IFRS des choses, même si on en a besoin quand même pour se poser 2-3 questions sur l'avenir, et quand même travailler sur la vie réelle et l'économie réelle. Hein, désolé pour les économistes dans la salle, mais j'ai un peu... Moi, je pense qu'il y a quand même un enjeu aussi pour notre profession. Et quand je parle de notre profession, ça va être la profession de commissariat aux comptes. C'est qu'il va y avoir des défis incroyables et toute la profession réfléchit déjà à un dispositif de formation avec un visa de durabilité, avec un nombre d'heures plus que significatif. Et puis la question de la responsabilité. Le projet de loi européen sur le plan de vigilance prévoit la vérification et la certification des plans de vigilance des organisations. En tant que commissaire aux comptes, je ne suis pas prête demain à signer effectivement la conformité d'un plan de vigilance. Un plan de vigilance, on parle véritablement du déploiement des politiques sociales et environnementales d'une organisation au-delà de ses opérations, au-delà de son périmètre juridique et au-delà du rang 1 des fournisseurs. On parle de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est vraiment des défis majeurs et notre profession est mobilisée pour aussi réfléchir à de nouvelles compétences et peut-être aussi de nouvelles façons de travailler. Et là, je vous rejoins, on va avoir aussi besoin d'outils de traçabilité pour être à même de vérifier la qualité de la donnée. Mais je reste très prudente. Je pense que ça prendra un petit peu de temps quand même d'avoir demain le même niveau d'information ESG que le niveau qu'on a aujourd'hui sur l'information financière, parce que sur certaines thématiques, on n'est pas mature du tout. Je prenais l'exemple de la biodiversité. On n'a pas ou peu de cadre méthodologique. Les 2/3 des informations requises par la CSRD sont des informations qualitatives. Ça montre bien qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout la robustesse que nous avons dans le monde et dans le langage financier. S'il y a une dernière question, on la prend. Je peux rajouter une phrase ? Bien sûr. Oui. Non, mais il y a sur justement la chaîne de valeur et le devoir de vigilance, où effectivement il faut analyser tout ça, le scope 1, 2, 3, enfin, au-delà du périmètre de responsabilité de l'entreprise. Il y a un compte qui m'amuse beaucoup dans la compta classique qui s'appelle les charges externes. Quand je fais le lien entre ce qu'on met dans ce compte-là, qui est quand même ce qui vient de nos fournisseurs, c'est quelque part
c'est des choses qui se passent chez nos fournisseurs en termes de coûts qu'on remonte dans les comptes chez nous. Donc, ce que je veux dire par là, au niveau de la mécanique comptable, je pense qu'on n'aura pas de difficulté. Encore une fois, moi, je pense que les outils existent. C'est une question de volonté, une question sociologique, et il faut accélérer. Moi, je n'ai pas de doute qu'on saura délimiter le périmètre de responsabilité sur une chaîne de valeur. On sait qui transporte, on sait qui produit, on sait qui pollue à tel niveau. On fait des ACV depuis des années et bizarrement, tout d'un coup, on ne sait plus faire. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème sociologique, une cohérence à trouver et des décisions à prendre. Et moi, je suis persuadé que les outils, la mécanique comptable, elle existe depuis des centaines d'années et elle peut répondre. Moi, je suis quand même perplexe sur certaines chaînes de valeur. Pas toutes, mais il y a quand même certains secteurs, et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire, où on a des organisations qui ont découvert effectivement toutes les failles dans leur chaîne de valeur. Je ne parle pas du rang 1 de fournisseurs, mais redescendre à la matière première, il y a certaines industries qui n'ont pas l'information parce qu'effectivement, ils passent par du trading, parce que c'est des chaînes de valeur qui sont particulièrement complexes, internationales, et on n'a pas la donnée. Donc là, moi, je crois fondamentalement justement au système, à la data, à la blockchain, pour répondre à ces nouveaux enjeux. On a l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui peut nous amener sur Mars. Pourquoi on ne peut pas faire 2-3 comptes pour analyser une chaîne de valeur? Donc je pense vraiment qu'on n'a pas un problème d'outils. On a vraiment un problème de volonté politique. Et d'ailleurs, souvent, ce que je dis, c'est que dites-moi la politique, exprimez-moi la politique que vous voulez, la société que vous voulez, je saurai vous la traduire en compta. La compta, un outil politique, ne vous laissez pas berner, c'est la traduction d'une politique décidée par une communauté à un moment donné. Et depuis la nuit des temps, on le fait. Donc voilà, je titille un peu mes consoeurs exprès pour qu'on avance tous ensemble, parce que vraiment, on est trop dans « oui, on ne peut pas faire ». Bien sûr, c'est compliqué. J'ai choqué, et je termine là-dessus, j'ai choqué notre président de l'autorité des normes comptables, et depuis d'ailleurs, quand il... Voilà, bon, on a... Monsieur de Cambourg, pour ne pas le nommer, il était dans une salle, grande cérémonie, et j'avais la chance d'être à la tribune ce jour-là. Et j'ai dit une grosse bêtise que j'ai assumée derrière, et ça ne lui a pas plu. J'ai dit, donner des données d'entrée pour faire une compta à 2 experts comptables et regardez ce qui se passe au niveau du résultat. Vous ne trouverez pas le résultat au centime près. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, ce n'est pas grave si... Chers consoeurs, en matière environnementale, on a quelques écarts par-ci, par-là. Ça va aller, même beaucoup, parce qu'on parle quand même de prévision de 30 ans, et de toute façon, on va se tromper. Donc, lançons la dynamique et avançons. Quoi qu'on fasse, on va se tromper. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras? Je dirige un cabinet de conseil en fusion-acquisition, et j'aurais aimé avoir votre avis sur l'impact de ces data, en fait, dont on parle depuis tout à l'heure, à la fois sur les méthodes de valorisation et sur les due diligence. Je suis désolé, je n'ai pas très bien entendu. L'intégration de ces données ESG dans toutes les opérations d'acquisition et le M&A et les méthodes de valorisation. Moi, j'aimerais tellement vous poser la question, en fait. C'est-à-dire que nous, on va être sollicités pour faire des audits environnementaux ou sociaux. On va questionner notamment certains modèles financiers, quand on parlait tout à l'heure d'incorporel ou de valorisation goodwill dans les normes IFRS. La difficulté, c'est que dans ces normes IFRS, on va être dans un modèle business as usual, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'on va actualiser des flux à l'infini, comme si le changement climatique n'existait pas. Donc il y a tout un travail de fond. Quand je parlais de notre profession et la profession des commissaires aux comptes qui doit travailler sur ce sujet, je pense que cette profession doit aussi avancer. Alors, moi, j'ai quand même peut-être deux, trois débuts de réponse, parce qu'on travaille beaucoup avec la SFAF, la Société des analystes financiers, qui, en gros, leur rôle, c'est quels critères vous prenez pour prendre des décisions d'investissement à un moment donné, donc les critères ESG. J'ai 2 choses. Moi, je crois peut-être un peu... je ne sais pas si Catherine partage ce point, mais je crois vraiment que ça va passer par la connectivité entre financier et extra-financier. D'ailleurs, ils l'ont compris au niveau de l'EFRAG. Ils viennent de lancer un groupe de travail sur cette connexion finance et durabilité.
parce qu'il faut structurer à un moment donné dans les états financiers. Il ne s'agit pas de valoriser des choses. Il y a ce qui est fascinant, encore une fois, il y a des choses très concrètes qui existent dans les labos, qui ne sont pas visibles. Il faut les expérimenter, regarder. Il y a des choses qui existent. Et après, si vous faites cette connectivité correctement, vous allez avoir les agrégats nécessaires pour faire vos KPI de manière un peu plus intelligible pour la prise de décision en matière d'investissement. J'en profite pour faire du politiquement pas correct à nouveau, parce que j'ai quand même une dent contre les agences de notation. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Votre rôle est très important justement pour nos amis analystes qui doivent prendre des décisions à partir d'une note ou un fournisseur, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la chaîne de valeur dans la CSRD, mais par effet de ruissellement, il y a beaucoup de petites boîtes qui vont avoir du mal à se rester référencés chez Accor ou chez Bouygues parce qu'ils n'ont pas les éléments qu'il faut. Alors, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça, mais il y a un sujet. Les agences de notation, attention quand même à ne pas surcharger les boîtes. Là, c'est bon, on a la CSRD, c'est structuré, ce sera défini sur un site, une plateforme partagée par tous. Arrêtez d'envoyer 100 pages de questionnaires supplémentaires aux boîtes aux côtés des reportings qu'elles font déjà. Voilà. S'il y en a dans la salle, si vous pouviez relayer dans vos organisations, ce serait parce que nous, on a ces remontées-là au niveau de l'ordre, on n'en peut plus. Là, on va avoir la CSRD. L'agence de notation X va m'envoyer son questionnaire, l'autre va m'envoyer son questionnaire à lui. Je ne sais pas comment ils calculent leurs notes. Si je trouve que je me retrouve avec une note qui, moi, m'embête et je ne sais même pas comment faire pour m'en sortir. Et après, je ne dis pas qu'elles le font, hein. Et après, elles viennent me vendre du conseil pour que j'améliore ma note. Mais les plus sérieuses ne le font pas, hein. C'est aussi l'ambition de la CSRD, c'est de demander à toutes les entreprises de digitaliser leurs données ESG qui seront définies de manière uniforme et de permettre effectivement d'échapper à tous ces questionnaires. Mais malheureusement, je pense que ça prendra encore quelques temps et quelques années, et surtout quand je vois le dispositif de simplification de vendredi dernier. Je sais. Et pour compléter, sur le volet due diligence, donc le côté data room, on peut le faire avec toutes les datas qu'on veut. Donc j'ose imaginer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait une due diligence, il regarde tout ce qui est disponible ou pas d'ailleurs, parce que quand c'est pas disponible, c'est intéressant comme information. Et puis depuis des années, on valorise de l'actif immatériel, on valorise une marque. Voilà, donc on sait valoriser. Donc quand on regarde la valo des boîtes qui parfois il n'y a rien dedans, donc on a des outils, là encore, et c'est une question de pondération. Aujourd'hui, une entreprise qui ne s'est pas intéressée à ces sujets, on sait décoter ou pas décoter de la même manière que pour d'autres sujets où on se dit est-ce qu'elle est en phase avec les tendances du marché ou pas. Donc les logiques d'analystes qui ont été appliquées depuis des décennies pour plein de sujets, elles valent aussi aujourd'hui, puisqu'on sait dans l'ère dans laquelle on rentre, il y a des enjeux de ressources. Donc, on a déjà les codes. Après, il faut vouloir encore les appliquer à ces enjeux de ESG, voilà, qui sont bien plus importants que la valo de la marque. Voilà, la marque ne vaudra rien demain si on ne s'occupe pas de ces sujets-là. Voilà, donc, je pense qu'il y a les outils, là encore, pour faire avancer le sujet. Il faut juste avoir le courage de les utiliser. Oui, ça commence parce que, par exemple, pour un agriculteur, comment on valorise le sol au-delà et la qualité du sol au-delà. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels auxquels on doit s'intéresser. Et heureusement. Merci pour vos questions. Merci pour vos éclairements sur tous ces sujets. J'aurais peut-être, moi, une dernière question à vous poser. On voit que dans la profession, entre les bilans comptables, les PNL, les bilans sociaux, les bilans environnementaux, les bilans carbone, les bilans biodiversité, il y a de l'avenir dans le métier. Mais il y a une urgence aujourd'hui climatique. Et du coup, quels conseils vous pourriez donner soit à vos confrères, soit à vos clients, soit à l'Assemblée pour qu'on puisse accélérer cette transition ? En une phrase.
Comme on arrive au bout. Ce serait simplement formez-vous, je l'ai déjà dit, mais je trouve que sur ces sujets climatiques, il y a un manque d'humilité. Il suffit d'écouter la radio, j'ai l'impression que tout le monde est un peu expert du climat, étonnamment. En tout cas, ma génération, moi, j'ai jamais étudié cette question. J'ai pas eu de parcours scientifique. Et donc, j'invite chacun à se former à minima. Il y a aujourd'hui un certain nombre de formations qui sont gratuites, qui sont disponibles en ligne, et d'encourager aussi vos collaborateurs, vos dirigeants à cet effort de formation. Et à nouveau, considérer que c'est aussi un vecteur d'émulation intellectuelle qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on apprend tous les jours dans notre profession, et encore plus sur ces sujets qui sont des sujets nouveaux. Et c'est vecteur d'attractivité aussi pour nos talents qui recherchent cette émulation intellectuelle. En 2009-2008, je m'étais pointé dans un master développement durable. Après mon diplôme d'expertise comptable, ils se sont demandé ce que je foutais là. Après 7 ans de promo, donc je pense, oui, il faut se former, il faut aller apprendre, s'intéresser à ces sujets, s'ouvrir, et en plus tellement riche. Et bizarrement, ça rejoint tellement le quotidien de nos métiers. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'ai redécouvert, je le dis tous les jours, j'ai redécouvert la comptabilité à travers ce travail de mesure de l'évaluation des enjeux environnementaux dans la compta financière. J'ai réappris d'une façon plus profonde mon métier. Et je pense... juste pour faire, je vais faire très court, promis. Je pense quand même qu'au-delà de la sensibilisation, où il faut bien rentrer dans le sujet, je pense que nous, les experts comptables, les auditeurs, les financiers, il faut faire attention à la posture vis-à-vis des clients. Moi, ce qui me choque parfois, c'est qu'on a des experts comptables, enfin, des financiers qui se prennent pour des écologues et des écologues qui se prennent pour des comptables. Alors ça, ceux qui viennent m'expliquer la comptabilité triple capitaux qui n'ont jamais vu en compte de leur vie, je me pose des questions. Maintenant, je pense que ce que moi je dis à mes confrères, et ça permet d'ailleurs de dédramatiser et de se concentrer sur l'essentiel. Prenons la posture, ne mélangeons pas le sujet avec « oui, moi je crois à l'écologie, je ne crois pas à la limite ». Ça, c'est propre à chacun. Quand vous êtes dans le costume d'un expert comptable, gardez cette neutralité. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Que disent les scientifiques? Est-ce qu'on peut valider? Et là, on est pertinent. Et ça enlève toutes les difficultés qu'on peut avoir de « oui, mais l'écologie, c'est quoi? Est-ce que je crois ?» Ce n'est pas une religion. Restez pragmatique, restez dans le réel, et vous allez faire votre métier sur ces enjeux-là beaucoup plus facilement. Et moi, je vais dire expérimenter. Et ça, c'est mon, j'allais dire, mon éducation scientifique qui m'aide aujourd'hui, parce que j'ai appris à faire à petite dose dans des labos, et puis après à faire à plus grande dose, etc. Et après, on fait du in vitro, puis après du in vivo. Et donc ça, il faut qu'on teste. Il faut oser tester avec les outils qu'on a, avec le niveau de connaissance qu'on a. Et on pétrit la pâte, et à un moment donné, on arrive à quelque chose qui fait du sens. Donc voilà, mon message, c'est que comme on n'a pas le temps, il faut y aller et accepter, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Bien, merci beaucoup. Merci Catherine, merci Sabine. Merci à vous.